Oui, je suis Fred, là, c'est le docteur bon. Providence. Fred, c'est bon. L'enregistrement a démarré. OK. OK. Et puis, Ronald, c'est fini pour ta présentation. On va passer à une autre présentation maintenant. Oui, merci. Alors, maintenant, je reprends. Oui, on passe à la soutenance suivante. Je préside. Le candidat que j'ai là, je préside la séance de Jérémy Jean, qui a affecté le sujet suivant, régime politique et développement durable en Haïti, les limites de l'action publique locale dans le département du Sud-Est. Le rapporteur sera le docteur Providence et le directeur de recherche étant le docteur Sylvestre. Non, il y a une inversion, Fred. Il y a une inversion. Ah, il y a une inversion. Et Christophe le dit. Le rapporteur, c'est le docteur Sylvestre et le directeur de recherche, le docteur Providence. On est d'accord? Alors, Jérémy Jean, tu as 10 minutes, je dis bien 10 minutes, hein, pour présenter ton travail. Et si tu prolonges trop, je serai obligé de t'arrêter, Jérémy. Hein? Donc, alors, tu as la parole. Merci, Président, de m'avoir accordé la parole. Bonjour à tous. Il y a des sentiments que les mots ne peuvent traduire, mais il faut essayer d'exprimer les sensations du cœur aux personnes extraordinaires. Messieurs les directeurs, les docteurs et membres du jury, chers parents, invités et amis. En préambule, je vais vous présenter mon trésor, mais votre trésor. Nous relèvons trésor à régime politique et développement durable. Les limites des actions publiques locales dans le département du Sud-Est. Régime politique et développement durable, les limites des actions publiques locales dans le département du Sud-Est. En ce qui concerne la problématique et la question de recherche, nous avons posé la question suivante. En quoi les relations de pouvoir dans ce régime politique seraient favorables ou pas en faveur du développement durable? Comme vous le savez tous, la compréhension des systèmes ou des régimes politiques nécessite une approche historique. Et pour cela, nous avons jeté notre dévolu sous le vaudou matrice de notre hypothèse. Le vaudou semble représenter l'identité culturelle et économique complexe qui caractérise la vie des Haïtiens, a joué un rôle prépondérant dans l'évolution de 1804. Et cette hypothèse corrobore avec la thèse du Dr Jean Pricemas dans son ouvrage « Ainsi par la langue » 1804 est sorti du vaudou. En tant qu'étudiant, alors comment peut-on parler de projets de mémoire sans pouvoir au préalable définir des objectifs de recherche? Les principaux objectifs de recherche que nous avons définis pour mieux analyser notre sujet: 1. Mieux comprendre la violence des esprits, le problème des choix des régimes politiques et les causes de l'échec des actions publiques locales en Haïti. 2. Regrouper les continents, les nations en réponse à la crise des civilisations dans les 5 régions d'Haïti, sous la label de 2 idéologies distinctes, ethnocratie et démocratie. 3. Étudier l'adéquation entre régime politique et développement durable afin de mieux bâtir une nouvelle théorie de performance politique à l'époque moderne de crise, de prolifération des groupes armés sur le territoire national, des guerres Russie-Ukraine et de coups d'État en Afrique. Alors, nous avons divisé notre travail en 4 parties. Chaque partie contient 3 sections.
Dans le premier chapitre, nous avons traité régime politique, territoire, société, naissance du pouvoir et des inégalités. Dans le deuxième chapitre, les fondements du régime parlementaire de gouvernance polycentrique, gouvernorat, action publique locale mondialisée. Chapitre 3, évolution de l'État, les 4 grands régimes politiques de séparation de pouvoir. Chapitre 4, le régime politique de gouvernance polycentrique, matrice de l'évolution de l'État. En introduction, considérant l'État est confronté aujourd'hui à la nécessité de faire évoluer, de faire progresser son développement institutionnel, ses structures institutionnelles, son organisation, sa croyance systématique et stationnaire et ses domaines scientifiques de prédilection. Cette évolution est appelée à jouer un rôle important dans des domaines clés de la réforme, du changement de système politique, de constitution et de paradigme en Haïti. La Révolution française de 1789 a accouché le régime de la séparation des pouvoirs. Le XVIIIe siècle n'était pas démocratisé, mais il fallait attendre le XIXe et le XXe siècle pour avoir une réflexion profonde sur la civilisation et sur la démocratie par rapport à l'emprise de la religion sur l'éducation et la société. L'école comme l'université doit répondre aux besoins de la civilisation. Ainsi, après le bouleversement de 1986, le peuple haïtien a instauré le régime parlementaire de séparation de pouvoir. Cependant, l'architecture politique constitutionnelle du régime instauré par la Constitution de 1987 à l'article 59 et le système de décentralisation des collectivités territoriales, départements, communes, sections communales, article 61, mis en place par cette Constitution, ne répond plus à l'espérance et l'évolution de la nation. La centralisation totale de tous les pouvoirs, services publics à Port-au-Prince, détruisent les autres villes moyennes et encouragent l'exode rural et la fuite massive des populations en quête de bien-être. Même le siège principal de tout parti politique doit être obligatoirement retrouvé à Port-au-Prince. Haïti connaît dans son existence d'État, d'empire et d'État-nation 23 constitutions. Aucune constitution et régime politique ne lui sont pas appropriés. La politique haïtienne épuise tous les fondements et principes consacrés à la théorie des 3 pouvoirs élaborée par les philosophes des Lumières du XVIIIe siècle. L'inefficacité et l'épuisement de cette théorie ancienne sont analysés sous la base d'actions publiques, politiques publiques et la pratique de mauvaise gouvernance par les autorités entraînant la faillite de l'État. Aujourd'hui, avec l'évolution de la nation, le développement de la géopolitique mondiale, l'éclatement des frontières nationales, dédollarisation, numérisation du monde, les terroristes d'État et international, narcotrafic, la stratégie du désordre international, monde polycentrique sont parmi des enjeux majeurs auxquels la nation est confrontée. Le département, considéré comme le plus grand découpage administratif, mais qui pourrait être symbole d'une gouvernance polycentrique, c'est-à-dire des modes d'exercice d'autorité politique moins régaliens, moins hiérarchiques, mais beaucoup plus décentralisés, ultra décentralisés et marqués beaucoup plus par la coopération entre les différents niveaux de gouvernement ou entre acteurs publics et privés, accusent un déficit budgétaire et d'action publique de développement. Et les causes à cet effet, les délégués départementaux ne sont pas des élus du peuple, ils n'ont pas la capacité de contrôler l'ensemble des administrations départementales qui se trouvent dans les départements. Et nous prenons par exemple la construction du complexe administratif de Jacmel, sous 10 qui devaient être construits par le gouvernement de provisoire de 2004. Alors, tous les autres sont construits, mais celui de Jacmel est toujours inachevé. On ne sait pas à quel sein qu'on devrait adresser. L'observation des mobilisations des politiques publiques au plan territorial, des villes, des collectivités, souligne les contraintes qui pèsent sur l'articulation des politiques publiques sectorielles d'État, éducation, télécommunications, transport, urbanisme, santé, recherche scientifique. Au niveau local, par exemple, les politiques de transport, prolifération des groupes armés ont des incidences manifestes sur le phénomène des Haïtiens à l'étranger, programme Biden. De plus, la question des leadership politiques s'est trouvée posée par l'émergence de nouveaux acteurs territoriaux, organisations régionales, sociétés civiles, partis politiques, ONG et multinationales, délégations départementales, conseils municipaux qui organisent
la coopération entre l'État avec un objectif global de lutte contre la marginalisation et la pauvreté. Malheureusement, l'idéologie de métropolisation aggrave les inégalités entre les territoires et notamment les inégalités économiques qui doivent être tempérées et transformées. Il est à noter que selon Mme Hippolyte Maniga, plus de 183 années de l'indépendance d'Haïti, le vieux système politique persiste. Haïti, dans sa quête de bien-être, matrice de libération et de l'indépendance des nations, a instauré la décentralisation, la gouvernance post-centrique, et ce, depuis la Constitution impériale de 1805, dont nous lisons à l'article 23, la couronne est élective et non héréditaire. Cela se comprend, le développement dépend du système établi et de la capacité et des ressources humaines, entre parenthèses, capacité des acteurs des territoires à s'organiser pour la construction du bien-être collectif. Il est par ailleurs indispensable de repenser l'aménagement du territoire national avec une prise en compte des enjeux de la mondialisation. Et c'est à dessein que nous avons jugé nécessaire de questionner les régimes de représentation, système de décentralisation en Haïti, afin de démontrer ses failles, les limites de l'action publique locale dans les départements, dans les communes, voire dans les sections communales. Pour mener à bien notre recherche, nous avons utilisé deux méthodes, la méthode historique et le paradigme quantitatif. En ce qui a trait à la méthode historique, c'est une méthode nous permettant d'analyser, de trier dans les grands œuvres des philosophes des Lumières, des anciens, des contemporains, par exemple Alexis de Tocqueville, dans La démocratie en Amérique 1835, il disait « Le système démocratique américain est plus viable. Le système démocratique américain est plus viable que celui des Européens. » Autre historien, anthropologue, pour prendre les connaissances des problèmes, par exemple, le régime politique que nous avons à étudier et du besoin. Puis, on approfondit notre connaissance du problème et à partir de l'analyse des informations collectées, c'est en ce sens qu'on parle d'analyse des résultats. Et nous aurons à revenir là-dessus pour démontrer ce que nous avons tiré de la lecture critique des historiens, des philosophes qui ont déjà traité les problèmes des régimes politiques. En ce qui a trait au paradigme quantitatif, nous avons soumis plus d'une cinquantaine de questionnaires avec des partis politiques, des organisations de la société civile. Malheureusement, nous avons pu recueillir avec beaucoup d'assiduité 135 questionnaires. Donc, nous avons questionné 135 personnes, membres d'organisations de la société civile, partis politiques, principaux groupes cibles, dont 100 hommes et 35 femmes. Selon la statistique, 63% estiment de la situation de l'insécurité et de la prolifération des groupes armés sur le territoire national par rapport aux 5 dernières années sont évoluées dans le pays et sont favorables pour les changements constitutionnels et des régimes politiques. Afin de faire évoluer Haïti, comme c'était le cas en 1804, après le congrès du Bois-Caïman. 77,77% des enquêtés sont membres des organisations de la société civile contre 23% membres des partis politiques. Cela permet nous de comprendre que les partis politiques sont mal vus à Jacmel, dans les sud-est ne sont pas bien représentés. Selon eux, la résolution de cette crise d'indifférenciation idéologique exigera à la fois des mesures immédiates pour endiguer la violence des esprits et une offre politique globale pour absorber les causes profondes de l'insécurité en vue d'orienter la fierté nationale et l'intelligence nationale vers un système plus juste et équitable. Revenons maintenant à l'analyse des résultats que nous avons mentionnés plus haut. Après analyse hypothético-déductive que nous avons faite des principaux œuvres des philosophes avant nous. L'étude de la science politique aboutit toujours à des grands objets, l'État et le pouvoir. À partir d'analyses croisées dans les grands œuvres de ces philosophes,
apport personnel, recherche fondamentale, nous avons pu répertorier 4 grands régimes politiques de séparation des pouvoirs pour 3 modèles de société. Font leur apparition dans l'enseignement de la science politique actuelle et aujourd'hui même que nous parlons. Il s'agit de outils épistémologiques et ce, conformément à la logique officielle de la science politique consacrant l'existence des 2 régimes politiques du pouvoir, à savoir les régimes présidentiels et les régimes parlementaires. Épistémécide. Sous la base d'analyse hypothétique-objective, nous avons démontré et inventé ces 4 grands régimes de séparation de pouvoir. Les régimes présidentiels de gouvernance politique, par exemple les régimes américains, les régimes présidentiels de décentralisation, les régimes français, les régimes parlementaires de décentralisation, les régimes actuels d'Haïti, et les régimes parlementaires de gouvernance politique, c'est les nouveaux régimes inventés sous la procédure de benchmarking que nous aurons à définir bientôt. Ces 4 régimes correspondent à 3 modèles de société. On a souvent confondu les modèles des régimes politiques avec modèles de société. Il y a différence entre régime politique et modèle de société. Il existe 3 modèles de société, d'après Dominique Nicolas dans son ouvrage Sociologie politique, que vous voyez sur ce tableau, les 3 modèles de société. Société aristocratique ou société oligarchique, société monarchique ou ectocratique, société démocratique ou moderne, et les types de régimes politiques dépendent des types d'emplois possédés par l'État et les types de valeurs défendus par la société. Et comme nous avons montré tout à l'heure à partir de l'analyse des résultats, il y a des gens qui ne sont pas tout à fait satisfaits, mais qui sont quand même pour résoudre les problèmes d'individualisation idéologique par rapport au nombre de partis politiques qui existent dans le pays, soit 144 partis politiques. On ne sait pas, ces gens-là ne savent pas comment identifier un parti politique de gauche des partis politiques de droite. Il te reste 2 minutes, pas plus. 2, pas plus. Discussion des résultats. Et en termes de piste de solutions, c'est redéfinir les circonscriptions géographiques, faire Haïti une société monarchique, situation du gouvernorat. Et comme avait souligné Dr Jean Brasmas, 1804 est sorti du vaudou. Nous autres, en tant qu'avocats militants, le jury dira que notre travail a été dépouillé des subjectivités. Donc, net et objectif, car notre hypothèse est nuancée. Après la cérémonie du Bakaïman, ce sont 2 prises d'armes qui ont conduit à l'indépendance nationale, à l'évolution de 1804. Et en concluant avec Dessalines, peu importe les jugements que prononceront sur moi par les races ou générations contemporaines et futures, j'ai fait mon devoir et ma propre estime me reste. Ainsi, pour faire ma présentation de ce jour, je me suis disposé à entendre les éventuelles recommandations et suggestions du jury. Merci à vous. Merci Jérémy Jean pour cet exposé, en tout cas qui est bien soigné. Ta présentation avec les PowerPoint, je trouve ça très bien fait. Hein? Tu as bien soigné ton PowerPoint, c'était pas trop chargé. Tu as fait des PowerPoint, des slides assez ramassés, pas trop chargés, très bien. Merci aussi pour ta présentation orale qui était claire, on entendait parfaitement, ton élocution était nette. Donc, merci pour tout cela.
Et donc, on sent l'étudiant qui voulait bien faire dans sa soutenance, dans sa présentation. Ça, c'est très important. Hein. Il a mis le cœur à l'ouvrage dans la présentation de son mémoire. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole au docteur Sylvestre, qui est le rapporteur de ce travail. Donc, docteur Sylvestre, tu as la parole. Merci d'intervenir. Merci, professeur Célimène Fred, pour la présidence. Merci de me passer la parole. Bon, c'est bien. Et ce que je vois, c'est que Jérémy Jean a presque tout basculé parce qu'il a pris tout son temps pour faire la grande présentation. Et bon, il a une qualité, mais peut-être dans cette qualité, il devrait tenir compte de nous autres pour avoir une meilleure synthèse de sa présentation. C'est pourquoi je vais un peu faire le raccourci de ce que j'avais l'intention de dire. Peut-être que c'était sa stratégie. C'était sa stratégie. Bon, première chose, félicitations à Jérémy, parce qu'en réalité, son travail, d'après moi, expose les éléments qu'on attend de mémoire de master. Hein? Donc, je n'ai pas vraiment de trop grand problème. Maintenant, de toute manière, Jérémy, il y a un problème de formulation des questions de recherche. Et il faudra de toute manière corriger. Parce que je vois que tu parles de relations de pouvoir et tu utilises le conditionnel. Tu dis serait favorable au développement durable. Donc, une question de recherche, c'est une question dérivée des constats. Donc, il ne saurait y avoir de doute. Parce que quand tu dis serait favorable, c'est-à-dire il y a un problème là. Donc, il faudrait reprendre ça, il faut être plus direct. Il ne faut pas laisser la place au doute. Donc, il faut éviter le conditionnel dans la formulation d'une question de recherche. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, encore, tu parles du vaudou, bien que ça m'a surpris un peu. Hein? Et tu dis le vaudou semble. Si le verbe sembler, c'est également un problème. Comment semble? C'est ça ou c'est pas ça? Donc, la forme affirmative ou négative peut être utilisée, mais l'usage du verbe sembler affaiblisse ta détermination. Donc, il faut également éviter cela. Maintenant, il y a également ce problème, je pense que j'apprécie tes formulations de titres, mais par moment, tu te perds, tu reviens encore aux articles définis. Par exemple, au chapitre 2, j'enlèverai les. Parce que quand tu dis les fondements, si quelqu'un vient avec d'autres fondements, qu'est-ce que tu vas dire? Mais si tu dis les fondements, il n'y en a pas d'autres. Alors que tu ne peux pas t'assurer qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, si tu dis fondement, on ne pourra pas t'accuser de dire qu'il n'y en a pas d'autres. Hein? C'est là, oui, ma préoccupation. À chaque fois que vous portez des articles définis, j'ai dit vous ne laissez plus de place aux autres. Alors que de la place, il y en aura toujours. Hein? Donc, il faut éviter ça.
Et après quoi, j'ai une question. Mais vraiment, c'est bien. J'apprécie quand tu dis régime politique. Ouais. C'est mieux de dire régime politique que de système politique. Mais pour toi, c'est quoi un régime politique? C'est ma question, une question très très simple. C'est quoi fondamentalement un régime politique? Et dans le cas d'Haïti, quelle instance ou période de pouvoir qualifie-tu de régime politique? C'est-à-dire, on a eu plusieurs séquences de pouvoir, périodes de pouvoir en Haïti. Laquelle de ces périodes de pouvoir pourrait être qualifiée de régime politique? Et ce sont là, oui, mes inquiétudes et commentaires, cher président, M. Céliman. OK. Alors, sans plus tarder, je pense que merci, docteur Sylvestre. Je pense que les Petra a bien entendu les remarques et les questions qui ont été posées. Je passe sans plus tarder la parole au docteur Providence. Alors, merci, Monsieur le Président. Je remercie Nelson pour ses remarques, et le rapporteur, bien entendu. Je remercie. Allô? Vous m'entendez? Oui. Tout le monde m'entend? C'est bon? Oui. D'accord. Oui. OK. Et donc, je dois féliciter Jérémy pour son exposé. Et il a quand même... Très bien. Et Jérémy a quand même pris note des remarques des demi-journées passées, et il s'est gardé de faire trop d'excès de zèle, même si dans son document, ces excès de zèle sont bel et bien présents. Bon, donc Jérémy, tu as bien compris, je pense que tu as retenu la leçon. Et quand on fait un travail de recherche, il faut rester dans la peau du chercheur. Je me suis battu contre toi, contre les autres, et c'est pas fini. Donc, il faut éviter tout militantisme dans un travail de recherche. Et puis, soyez modeste, soyez réaliste par rapport à ce qui existe. Il ne faut pas non plus se lancer dans un projet de type société idéale, comme Platon l'avait fait, et il avait raison puisqu'il est philosophe. Là, on parle de science, on est en train de questionner les faits, et pour pouvoir, même si c'est modestement, ajouter quelque chose à la connaissance. Donc, de ce côté-là, il y a quelques, en tout cas les mêmes remarques, mais bon, les mêmes remarques qu'on va faire, et que pour que Jérémy puisse peaufiner son travail. C'est fondamental, parce que sans cette grande correction, ce grand nettoyage, Jérémy n'aura pas droit à son parchemin de diplôme. Et c'est fondamental. Et il ne pourra pas déposer son document final sans l'avis ou sans l'accord de son directeur. Bon, d'abord, Jérémy, il faut faire attention. Ceci, c'est pour tout le monde. Quand on présente un tableau, un graphe quelconque, il faut toujours un titre par rapport à ce qui est dans le tableau, et il faut indiquer la source. Donc, je t'invite à reprendre, à revoir ces choses-là. Je l'avais dit pourtant, mais bon, comme on dit souvent, tu as fait du Jérémy.
Hein? Et tu n'as pas suivi les consignes. Autre élément, Jérémy, c'est au niveau des règles de citation. Donc, il y a le canevas et on dit clairement, il ne faut pas mettre le titre de l'ouvrage. Hein, quand on fait, ça s'appelle du remplissage. Ben, il faut appliquer les règles puisqu'elles existent. Il faut les appliquer. Donc, Jérémy, tu auras à nettoyer ton travail puisque j'ai vraiment eu beaucoup de peine, hein, et j'étais triste, hein, de voir que tu n'as pas respecté. Pourtant, tu es juriste. Au niveau de la bibliographie, n'en parlons même pas. Tu as fait vraiment, hein, comme si tu étais seul au monde. D'ailleurs, tu te comportes comme les autres, hein, d'ailleurs, en Watelet. Hein? Des gens qui sont seuls maîtres à bord. C'est comme cette histoire-là de petite propriété, hein, qu'on garde chez nous. Hein. Je fais un peu l'historique pour les étrangers qui sont avec nous. Hein? Donc, la petite propriété, c'est de dire simplement que je suis seul maître chez moi. Hein? Je fais ce que je veux, hein, comme je veux à la maison. Hein? Et pourtant, un pays ne peut pas, hein, fonctionner sur cette base. Chacun ne peut pas faire ses propres règles. Ce n'est pas possible. Donc, Jérémy, je t'invite, comme les autres d'ailleurs, à revenir, à reprendre ton texte, hein, à la lumière du canevas de l'IUS. En dehors de cela, tu ne pourras pas vraiment, tu n'auras pas de toute façon mon autorisation, hein, pour déposer ton travail. Autre élément, effectivement, il y a un problème de syntaxe, même si on le sent, il y a quand même beaucoup d'efforts, hein, mais quand même, il faut imprimer le document, hein, ou du moins donner, confier, hein, ce travail-là à quelqu'un, hein, d'autre qui ne fera que ça. Regardez là où tu as oublié de mettre quelques mots, là où la ponctuation et tout et tout. Hein, vraiment, il y a un effort à faire pour que, sur le plan linguistique, le travail puisse respecter les normes. Parce que les normes, ça existe. Hein? Ça existe. On a dit, il ne faut pas mettre, par exemple, dans le système, dans le style APA, choisi par l'IUS, on ne peut pas mettre la référence en note en bas de page. Moi, je l'ai répété des milliers de fois. Je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent, dans le texte, j'ai retrouvé des genres de références. Et c'est terrible. Bon. Donc, mais sinon, je dois reconnaître que Jérémy, il a été un véritable leader pour les autres. Hein? Là, je parle de la collaboration globalement. Et j'ai même eu à rappeler à l'ordre les autres en leur disant il ne faut pas regarder, il faut pas faire comme Jérémy. Hein? Parce que je sentais la pointe de Jérémy dans tout ça. Maintenant, vraiment, je pense que Jérémy aura intérêt à revoir une partie, c'est vraiment fondamental. C'est vrai que d'un point de vue méthodologique, il a fait un travail acceptable, hein, et au niveau de l'organisation de son texte, même s'il y a des titres à préciser, à mon avis, comme le disait le rapporteur, le docteur Nelson Sylvestre. Mais je trouve que particulièrement, Jérémy, là où tu t'amuses à raconter des choses, à faire des recommandations, en veux-tu, en voilà. Et il faut vraiment rester dans la peau du chercheur. Par exemple, parmi les recommandations, il en a fait 6, par exemple. Moi, j'en vois même pas. Par exemple, première recommandation, redéfinir les circonscriptions géographiques en 12 gouvernements, 72 circonscriptions de députation et 24 sénateurs. Mais cette recommandation, par exemple, Jérémy, c'est à qui? Ça s'adresse à qui? Qui fait ça? Qui va faire ça?
Hein? Tu penses qu'il suffit de le dire ou de claquer les doigts pour que telle chose puisse prendre forme, puisse prendre corps. Attention, hein? Donc, vraiment, il faut, cette partie-là, il faut t'asseoir et te dire que tu n'es qu'un étudiant, hein, qui rédige un mémoire et dont l'objectif principal est d'avoir accès, droit à son diplôme de master. Dis-toi ça. Tu n'es pas ce personnage politique. Là même, tu dépasses tellement le cadre, tu te prends même pour un dieu. C'est même pas pour un roi. Tu vois, même si les rois, c'est pour des dieux. Donc, si toi, avec ta baguette, tu lances des choses comme ça et puis on dirait que dès que tu dis, ça va se faire. Donc, il faut faire attention. Je t'invite vraiment à être vraiment modeste, si c'est pour tout le monde, hein, à comprendre que le chercheur, il doit d'abord comprendre, hein, et pouvoir expliquer le phénomène et surtout pouvoir regarder par rapport à ce qui se passe, par rapport à la littérature qui existe sur un sujet donné, hein, sur un thème donné, comment lui-même il va apporter une modeste contribution. Donc, Jérémy, vraiment, cette question-là, il faut vraiment la travailler. Hein? La modeste contribution. Hein? Modeste à contribution. D'accord? Donc, sois modeste dans tes recommandations pour permettre à ce qu'un lecteur puisse voir vraiment la valeur ajoutée de ton travail. Merci, Monsieur le Président, pour le temps de parole et je n'aurai pas de questions à poser à Jérémy. Merci. Merci, Monsieur le directeur de mémoire. Mais Jean-Jérémy, tu as le droit de proposer des choses, mais comme on t'a dit, sur quel fondement tu veux passer de 24 à 72 ou à 108 ou à 400, c'est ton droit, mais il faut avoir une démarche scientifique qui permet de justifier la création de 500, de 400, de 70, de 72. On ne peut pas lancer les choses comme ça. Il faut un fondement, un travail. Bon, et ce n'est pas dans le cadre du travail de mémoire qu'on pourra démontrer la pertinence de telles propositions. Parfois, on met une équipe de géographes, d'historiens, de juristes, de politistes. C'est des équipes qui réfléchissent sur ce genre de choses, parfois plus d'un an, parfois pendant plus d'un an, pour faire des propositions adaptées à l'environnement. Mais dans le cadre de mémoire de master qui nous prend déjà pas mal de temps, rien que pour respecter les règles. Parce qu'on voit bien que tu n'y consacres pas une grande attention. Et si tu consacrais du temps au respect des règles, tu aurais vu qu'un mémoire, c'est vraiment, on n'a pas le temps de faire autre chose que de se concentrer que sur le mémoire, hein, si on veut vraiment respecter les règles, hein, d'élaboration de mémoire. Donc, comme pour tous les autres, je vais te dire toutes les remarques qui ont été faites, qui ont été pertinentes jusqu'à maintenant. Il faudrait que tu les réécoutes le moment venu, puisque l'enregistrement est à ta disposition, pour que tu ne rates aucune. Mais je t'en prie, essaie de faire aussi bien que, avant de faire mieux que. Hein? Essaie de prendre le document de structuration des mémoires, tu le lis et tu essaies de te coller à ce document. Tu essaies de te coller à ce document pour respecter les règles qui sont mises dans ce document. Et c'est toujours étonnant, et voire même parfois choquant, de constater que parmi tous les étudiants qui travaillaient sur leur mémoire, j'étais étonné de constater que les plus indisciplinés, ceux qui s'éloignent le plus des règles d'élaboration de mémoire, vous savez c'est qui? Ce sont les juristes. Ce sont les juristes.
les économistes, ils essaient d'appliquer, même s'ils n'y arrivent pas, bon, mais ils essaient. Les étudiants en sciences de l'éducation, en lettres, bon, il y a des coquilles, mais ils essaient. Ils essaient. Mais les juristes ont cette particularité, c'est que non seulement ils se prennent des libertés avec les règles, mais ils persistent et signent. Et à ce côté entêtement, on leur dit voilà la règle. Eh ben, on me dit voilà la règle, je l'applique. Eh bien non. On leur dit voilà la règle. Ils disent non, je continue de la même manière. C'est mon univers, c'est mon truc. Je n'applique pas vos règles, j'applique les miennes. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Vous allez, surtout si vous êtes amené à faire respecter les règles dans une société, on peut même vous dire, si la société est autant déréglée, c'est peut-être parce que les juristes ne font pas leur job. C'est peut-être ça qu'on va nous dire demain. Voilà, Jérémy, que je connais et que j'apprécie énormément la passion qu'il met dans tout ce qu'il fait. Quand Jérémy fait quelque chose, il ne fait pas à peu près. Il met beaucoup d'ardeur, beaucoup de vigueur, beaucoup d'acharnement, beaucoup de passion, peut-être parfois allant jusqu'à la frénésie, mais il met de la passion. Et là, c'est une qualité. C'est une qualité. Hein? On peut pas critiquer quelqu'un qui met beaucoup de passion dans ce qu'il entreprend. Hein? C'est une qualité. Mais n'empêche que essaie d'exercer la qualité dans un cadre. Ce serait pas mal. Voilà, Jérémy, tu as la parole pour nous dire ce que tu penses de tout ce qui t'a été dit et toutes les questions qui t'ont été posées. Tu as la parole pour 3 minutes, 5 minutes maximum. 4-5 minutes maximum. 3-4 minutes maximum. Merci, honorable président. Merci, honorable membre du jury. Alors, dans un premier temps, je vous remercie pour la rigueur scientifique de l'université parce que c'est vrai, il est beaucoup plus facile d'écrire un ouvrage qu'écrire une œuvre scientifique. Ça m'a beaucoup aidé. Par rapport à mon job, c'est que je dois faire, ce que je dois faire dans la société en tant que politique, parce que moi, la vérité, je ne vais pas je ne vais pas m'engager dans une carrière de professeur. Je suis politique. Alors, comme m'avait posé cette question Dr. Nelson Sylvestre, c'est quoi le régime politique? Nicolas Dominique, dans son ouvrage Sociologie politique, il dit c'est l'organisation du pouvoir et leur exercice au sein d'une entité politique. Au sein d'une entité politique. En ce qui a trait à la deuxième question, laquelle de ces périodes de pouvoir serait qualifiée de régime politique? Parce que le régime politique dépend de la vision des élites. Et le régime politique dépend de la nation qui adopte ces régimes politiques, de la vision des élites, des leaders politiques. Les périodes qu'on peut qualifier de régime politique, c'est la période de 1804, parce qu'il y avait une vision du monde, parce qu'il y avait un ordre international qui était l'esclavage, mais ces hommes-là étaient engagés à renverser cet ordre en instaurant un ordre libre de liberté, un ordre de dignité. C'est-à-dire, le régime politique doit viser la dignité, ça dépend de la capacité des leaders. C'est-à-dire, les leaders doivent être des civilisateurs, non seulement des politiques, des civilisateurs, des spiritualistes. Et la deuxième période qu'on peut qualifier de régime, c'est la période de Duvalier, même si c'était une période marquée par un ensemble d'assassinats, mais
Et les propositions que nous avons faites là, on va les modifier. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler de projet politique sans avoir un deadline, c'est-à-dire des temps, parce que nous autres, nous sommes des politiques. Non seulement nous faisons cette proposition, nous allons les mettre en application. La troisième période qu'on peut qualifier de politique, c'est la période 86, où ces gens-là ont quand même réinstauré le régime de séparation des pouvoirs qui avait eu des conséquences sur nous, les Haïtiens. Ces idées-là étaient prônées par la Révolution française, mais les décideurs de 1986 ont réinstauré à nouveau ces idéaux salvatrices. Nous autres, nous faisons un sursaut pour non seulement dilater les pouvoirs, sous-dimensionner les pouvoirs, mais d'ajouter d'autres pouvoirs. Alors, je pense que ce sont ces trois périodes qu'on pourrait qualifier de régime politique. Et bientôt, dans les 4 ou 5 années à venir, on serait qualifié notre période, notre génération, comme avait dit Dessalines, une 4e période de régime politique. Alors, je crois avoir dit, et pour les recommandations de notre directeur de mémoire, je vais me mettre au travail pour nettoyer mon mémoire afin que ce soit vraiment un travail scientifique qui répond aux normes, comme j'avais dit, c'est sans subjectivité et travail net et objectif. Alors, merci à vous pour vos conseils. Merci Jérémy, et ton dernier propos me rassure, parce que ton premier m'avait inquiété, ton premier propos. Quand tu as dit que tu es un homme politique, tu n'es pas là pour faire être professeur, oui, mais nous n'avons jamais dit que nous ne formons que des professeurs. À l'université, on forme toutes les fonctions possibles et imaginables. Hein? On ne demande pas à tout le monde de devenir professeur. Je sais que nous faisons peut-être pour toi un mauvais métier, mais moi j'adore ce métier. Je n'ai fait que ça toute ma vie et je ne sais rien faire d'autre que ça. Donc, je ne sais rien faire d'autre. Je ne sais même pas nettoyer mes chaussures. C'est à dire comment je ne sais rien faire d'autre. Donc, notre métier vaut ce qu'il vaut, mais quand tu passes par l'université, il faut respecter les règles. Hein? Quel que soit le métier que tu feras après être passé à l'université. Et c'est bien que l'université, c'est l'universalité. Il forme à tout. Hein? Il forme tous les niveaux. Hein? Donc, mais quel que soit le niveau de formation que tu suis, il y a un cadre académique. Il y a des règles académiques. Et après, une fois que tu as quitté le cadre académique, tu as quitté l'université, tu fais ce que tu veux, hein, après. Mais tant que tu es dedans, tu te plies aux règles académiques. Hein? Voilà. Merci, Jérémy, pour tout. Merci au docteur Sylvestre. Merci au docteur Providence. Et j'abandonne la parole pour le prochain étudiant.